Monsieur l'ambassadeur, Monseigneur, chers intervenants, chers amis de la maison Heinrich Heine. Je me réjouis de vous accueillir ce soir à cette conférence débat consacrée aux 500 ans de la Réforme, organisée en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et j'ai mon collègue à côté de moi, Monsieur Galetti, et la Maison de l'Italie, dont le directeur est au premier rang. En Allemagne, l'année Luther, qui vient de s'achever, a été marquée par un très grand nombre de manifestations autour de la réforme. En France, cet événement a rencontré, d'après moi, un intérêt plutôt limité. L'affichage des thèses de Luther sur la porte de l'église de Wittenberg le 31 octobre 1517 déclencha le processus de la réforme, un événement dont Luther aurait sans doute été surpris de découvrir les conséquences. L'onde de choc de la réforme ne se limita pas au territoire de langue allemande. Elle remodela profondément l'Europe au plan politique, territorial, social et sociétal. La célébration des 500 ans de la réforme nous donne l'occasion de faire un bilan de cet événement et de nous interroger sur les défis auxquels est confronté le protestantisme à l'heure actuelle. Grâce à la présence d'invités de haut niveau allemands, italiens et français, nous pourrons mener ce débat sous plusieurs angles et lui donner également une dimension internationale. Nous sommes très honorés aussi que Son Excellence, M. Nikolaus Meyer-Landrut, ait accepté d'ouvrir ce débat autour d'une thématique qui, je le sais, lui est chère. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen, bienvenue, bonsoir. Für die Adenauer Stiftung in Frankreich war klar, dass wir die 500 Jahre Reformation mit einer Veranstaltung begehen wollen und wir sind froh, dass uns das heute gelungen sind. Unsere Arbeit fokussiert sich normalerweise auf den Dialog zwischen Deutschland und Frankreich. Wir sagen aber, dass wir auch immer gerne ein weiteres Land dazu einladen. Dass wir jetzt gerade hier bei einer Veranstaltung zum Protestantismus Italien noch dazu einladen, hätte ich nicht gedacht. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir auch italienische Teilnehmer heute auf dem Podium haben. Ganz besonders freue ich mich, dass wir den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland haben gewinnen können, heute dabei zu sein. Als ich Herrn Meyer-Landrut davon berichtete, dass wir eine solche Veranstaltung planen, das war im Frühsommer, hat er mir gesagt, wenn es zeitlich geht, möchte ich gerne dabei sein. Insofern, wir haben ihm Bescheid gegeben, er ist heute da, er wird gleich ein Grußwort zu uns sprechen. Vielen Dank dafür, wir freuen uns sehr darüber. Bitte sehr. Voici ça. Madame la Secrétaire nationale, sehr geehrter Herr Bischof, cher Professeur Cabanin, cher Professeur Ricard, Madame la Directrice, c'est pas assez fort, je vais parler sans microphone, comme ça va mieux. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. 500 ans après l'affichage des thèses de Luther, quel chemin le protestantisme suit-il aujourd'hui? À l'occasion des 500 ans de la Réforme et en cette époque, on appelle ça mondialisé, globalisé, les protestants, ils ne sont pas les seuls, s'interrogent sur le rôle que jouent encore les idées de Luther à l'avenir. Quel enseignement les églises protestantes tirent-elles de leur histoire et des principes de la Réforme? Quel potentiel le protestantisme recèle-t-il aujourd'hui? Sur ces passionnantes questions que la maison Heinrich Heine, la Fondation Konrad Adenauer et la maison d'Italie nous invitent à nous pencher ce soir, et c'est une collaboration à trois très intéressante. Les éminents experts, vous le verrez tout à l'heure, nous guideront dans cette réflexion et nous expliqueront leur point de vue. L'affichage des thèses de Martin Luther en 1517 a ouvert une ère de changement d'une ampleur jusqu'alors inédite en Europe. La réforme a eu des répercussions déterminantes sur l'époque moderne et contemporaine. Elle fait partie de nos racines intellectuelles, culturelles et religieuses. Elle est un des événements clés de l'histoire de l'Allemagne.
Elle a eu une profonde influence sur presque tous les domaines, à commencer par l'art, la culture, l'éducation, la langue, la société, la politique et évidemment la religion. Mais la réforme a également favorisé l'émergence d'une conception de l'homme reposant sur une nouvelle notion de liberté. La responsabilité personnelle et le fait d'agir selon sa conscience sont devenus fondamentaux. Notre conception de la tolérance, de la solidarité, du respect de la diversité trouve aussi une origine dans cette époque. 500 ans après l'affichage des thèses de Luther à Wittenberg, la réforme est loin d'avoir épuisé son potentiel, moi j'en suis convaincu. La question de la réforme reste un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, les membres de l'Église protestante allemande représentent la moitié des chrétiens de l'Allemagne. Alors en France, d'après le sondage qu'on avait vu, ils comptent 3%. Au moment de la réforme déjà, au XVIe siècle, nos deux pays étaient très différents. La société allemande était alors marquée par des pouvoirs décentralisés, une structure politique centrale beaucoup moins puissante qu'en France. Et vous en connaissez le suite historique que ça a eu sur le protestantisme. Avec la paix d'Augsbourg, le Saint-Empire romain avait instauré le principe cuius regio eius religio, qui signifie à chaque région sa religion. Il donnait la liberté religieuse à chaque prince, ce sujet l'adoptant à la suite. Les confessions différentes, donc naturellement, trouvaient leurs différents espaces dans les territoires allemands. En France, il n'y avait qu'un pouvoir monarchique beaucoup plus fort, très lié au catholicisme. Henri IV l'a bien dit, Paris vaut bien une messe. Les protestants n'ont pas bénéficié de la même structure politique pour se développer. Aujourd'hui, pour tous les catholiques d'Allemagne, le protestantisme est une réalité et réciproquement. En France, en revanche, il y a des catholiques qui n'ont jamais côtoyé un protestant, ou du moins sans nécessairement le savoir ou en être conscient. J'ai l'impression qu'en France, avec cet anniversaire, le protestantisme devient plus visible, mieux perçu et j'espère mieux accepté. Grâce à une multitude de conférences, de colloques, de concerts dans toute la France au cours de cette année, grâce aussi au discours prononcé par le président Emmanuel Macron lors du colloque organisé à l'Hôtel de Ville par la Fédération protestante de France fin septembre, et évidemment aussi grâce aux festivités qui ont eu lieu à Strasbourg pendant le dernier week-end d'octobre, protestants en fête. Des milliers de participants à de nombreux événements ont pu être constatés. Et vous me disiez que vous avez déjà utilisé ce mot avant, mais il y avait quand même une surprise un peu générale que les protestants savaient faire la fête. Mais c'est possible. Les valeurs de Luther, en particulier la liberté et la responsabilité individuelle, sont des valeurs modernes. J'en suis absolument persuadé. Elles peuvent et doivent inspirer une société et permettre de travailler sur tous les enjeux d'actualité. Donc, je vais arrêter de m'exprimer parce que vous avez des experts qui savent beaucoup mieux dire que moi, mais sachez que je suis vraiment très heureux que cette conférence ait lieu. Je serai malheureusement obligé de partir relativement vite, mais ça ne prendra rien à l'importance des échanges qui suivront. Merci beaucoup.
Bonsoir. Donc ce soir à la maison Heinrichshain, nous allons nous pencher sur un événement, l'affichage des thèses de Luther à Wittenberg, qui continue à distiller ses effets. L'objectif que nous nous sommes donné ce soir avec les intervenants serait de ne pas gommer trop l'histoire longue, et notamment les effets dans le christianisme de la Réforme, pour arriver à parler du protestantisme aujourd'hui. Merci aux différents intervenants. Gwenaëlle Boulet, qui est secrétaire national chargé de la formation à l'Église protestante unie de France. Le professeur Patrick Cabanel, directeur d'études à l'École pratique des hautes études en histoire et sociologie des protestantismes. Monsieur l'évêque Marcus Dröge, qui est évêque de l'Église protestante de Berlin-Brandebourg, et le professeur théologien Paolo Rica, professeur émérite d'histoire du christianisme à la faculté vaudoise de théologie de Rome. Donc on a organisé notre débat autour de questions, me semble-t-il, assez cruciales, dans une approche chronologique. Monsieur l'évêque Marcus Dröge parlera le premier des effets à l'époque de l'affichage des thèses dans l'Église romaine et la société. Au fond, la question qui est posée, quels ont été les craquements provoqués par l'affichage des thèses à Wittenberg? Zunächst bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung, heute hier an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können. Wir haben gerade in meinem Bistum in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz das Festjahr abgeschlossen. Auch wir hatten ein Jahr, in dem wir die Möglichkeit hatten, mit unserem Glauben an die Öffentlichkeit zu treten. Viele Ausstellungen haben stattgefunden. Und ich lebe ja in einer Region, in der weltweit das religiöse Bewusstsein mit am geringsten ist. Wir haben etwa 19% Protestanten in Berlin und Brandenburg und etwa 7% Katholiken. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es noch 90% Protestanten in Brandenburg und durch die Geschichte der DDR, durch die Zeit der Ideologie, der ideologischen Bildung, ist der christliche Glaube sehr stark zurückgegangen. Und umso wichtiger war für uns dieses Festjahr, um zu zeigen, wer wir sind, was christlicher Glaube bedeutet und dass er für die Gegenwart eine hohe Bedeutung hat, auch zur Gestaltung der Gesellschaft. Und wir sind sehr froh gewesen, dass wir diese Feierlichkeiten auch gemeinsam mit der öffentlichen Hand haben feiern können, mit vielen durch die Bundesregierung unterstützten Ausstellungen. Jetzt ist die Frage, die an mich gestellt worden ist, was ist es damals gewesen an den 95 Thesen, dass eine solche Bewegung, eine solche Dynamik entfaltet hat? Ich lasse einmal die Geschichte außen vor, ob die Thesen wirklich in dieser Weise angeschlagen worden sind. Sie wissen, dass das in diesen Jahren sehr genüsslich diskutiert worden ist. Haben sie an der Schlosstür, an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg tatsächlich gehangen? Wurden sie mit Nägeln befestigt? Wurden sie vielleicht mit Reißzwecken und Wachs befestigt? Das ist die jüngste These, die ich gelesen habe. Wie dem auch sei, wir wissen um die Wirkung dieser Thesen. Wir wissen, dass diese Thesen veröffentlicht worden sind und eine große Dynamik entfaltet haben. Warum? Man kann es am besten deutlich machen, indem man sich die erste These und die 62. These vor Augen führt. Die erste These heißt, unser Herr und Meister Jesus Christus, als er gesagt hat, ich gebe es mit meinen eigenen Worten wieder, als er gesagt hat, tut Buße, wollte er, dass das gesamte Leben der Christenmenschen eine tägliche Buße sei. Das ist die erste These. Und die zweite zentrale These ist die 62., in dem es heißt, der wahre Schatz der Kirche
ist das hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Lassen Sie mich kurz erklären, warum diese beiden Thesen eine solche Dynamik entfaltet haben. Erstens, bei der ersten These sehen wir den klaren Bezug auf Jesus Christus und bei der zweiten These, der 62. sehen wir sehr deutlich, dass das Evangelium ins Zentrum gestellt wird, das Evangelium von der freien Gnade Gottes. Dieser Ansatzpunkt ist im Grunde eine Konzentrationsleistung hohen Maßes. Es wird ein Ansatzpunkt, ein Kriterium gefunden, um die Komplexität der christlichen Tradition zu reduzieren und einen kritischen Punkt zu finden, von dem aus alles, was christlich ist, neu, zentral unter die Lupe genommen werden soll. Das Evangelium von der Gnade, das war ja die befreiende Erfahrung Luthers, dass er nicht selber sich durch sein Tun rechtfertigen muss, sondern dass ihm die Gnade geschenkt wird, was später in der Rechtfertigungslehre zum Ausdruck gebracht wurde. Man kann aber sagen, dass was jetzt unter dem Rechtfertigungsdruck gekommen war durch diese Thesen, war die Tradition selber. Jede Tradition musste sich rechtfertigen, ob sie zurückführbar war auf das ursprüngliche Evangelium Jesu Christi. Also der Mensch wurde befreit von dem Druck, sich rechtfertigen zu müssen, aber die christlichen Traditionen wurden unter den Druck gesetzt, sich rechtfertigen zu müssen vor dem Kriterium Jesus Christus. Und dies hat eine ungeheure Dynamik in der damaligen Zeit entwickelt. Es hat starke Folgen gehabt für das Selbstverständnis des Menschen. Wenn es so ist, dass jeder Christ selber vom Kriterium, vom Zentrum der Bibel, Jesus Christus her, seinen Glauben begründen soll, dann ist auch jeder in seinem eigenen Gewissen gefragt. Das war eines der großen dynamischen Punkte, die die damalige Entwicklung in Bewegung gebracht hat. Jeder Einzelne soll von seinem eigenen Gewissen her bestimmen, was er aus der Bibel verstanden und entwickelt hat. Und deshalb entstand sehr, sehr früh, sehr, sehr schnell und sehr, sehr ausgiebig in der reformatorischen Bewegung eine Bildungsbewegung. Wir haben in diesem Jahr versucht, die Erinnerung an die Reformation im europäischen Kontext zu feiern. Wir haben 67 europäische Städte mit einem Lastwagen besucht, einem Lastwagen, in dem eine Ausstellung war und in dem wir die Menschen eingeladen haben, in 67 europäischen Städten ihr Verständnis von Reformation zu erzählen, und dies wurde dokumentiert. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Bildungsbewegung der Reformation damals einen europäischen Rahmen hatte und die erste und starke und große Veränderung in der damaligen Gesellschaft war, dass die Bildung jedes einzelnen Menschen durch den Protestantismus, durch die Auswirkung der 95 Thesen in ganz anderer Weise in den Mittelpunkt genommen wurde. Natürlich hat dieses Verständnis des christlichen Glaubens auch die Traditionen, die kirchlichen Traditionen in Frage gestellt. Wir wissen, dass sehr viele Klöster damals aufgelöst wurden, weil vom reformatorischen Ansatz her ein neues Verständnis von Heiligkeit entwickelt wurde. Heilig ist nicht mehr nur ein Leben, das in Abgeschlossenheit geführt wird, in einer monastischen Tradition, sondern es geht darum, dass der Einzelne den Gottesdienst im Alltag der Welt realisiert, im Sinne des Römerbriefes. Das heißt, von daher gab es auch ein neues Verständnis, sich in die Welt hineinzubegeben und den bürgerlichen Beruf als den Ort anzuerkennen, wo man seine Form von Christentum zu leben hatte. Es ist geschichtlich natürlich sehr deutlich, dass diese Dynamik, die damals in die Gesellschaft hineinkam, eine Erosion vieler gesellschaftlicher Institutionen nach sich gezogen hat. Ich möchte allerdings aus meiner Heimat, aus meiner Kirche, aus Brandenburg deutlich machen, dass es nicht nur
reformatorische Bewegungen gab, die den Bruch gesucht haben, sondern gerade in Brandenburg war die Reformation hatte eine Form gefunden, wo sie versuchte, nur so viel zu verändern, dass nach Möglichkeit der Kontakt zu der römisch-katholischen Kirche gehalten werden konnte. Das hatte den Grund, dass der damalige König aus dem Geschlecht der Hohenzollern, Joachim II., verwandtschaftlich sowohl durch seinen Onkel väterlicherseits mit der bleibend römisch-katholischen Kirche verbunden war. Sein Onkel war nämlich Albrecht von Mainz, der sehr stark involviert war in den Ablasshandel. Aber sein Onkel mütterlicherseits war der Albrecht von Brandenburg-Ansbach, der lutherischen Lehre, sich für die lutherische Lehre entschieden hat. Und so hat es in Brandenburg von Anfang an den Versuch gegeben, die Reformation 1539 einzuführen, aber im Gespräch mit der römisch-katholischen Kirche zu bleiben. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn ich schon mal wieder einen Sprung in die Gegenwart machen darf, meine Bischofskirche, St. Marien, am Alexanderplatz in Berlin. Wenn Sie dort den Gottesdienst besuchen, werden Sie mich erleben und auch die anderen Liturgen in einem weißen Gewand, in einer Albe mit einer Stola. Und als ich Bischof wurde, stammend aus dem Rheinland, wo man sehr viel die Schlichtheit betont und sich sehr stark abgrenzen will, auch von römischen Traditionen, ich kam in diese Kirche und sah, wo bin ich denn hier? Hier werden weiße Gewänder getragen und hier werden Stolen getragen. Ich fühlte mich wie in einem römisch-katholischen Gottesdienst. Woran liegt es? Dass in der damaligen Zeit sogar ein Brief Martin Luthers an die Gemeinde der St. Marienkirche geschrieben wurde, als die Gemeinde gefragt hatte, dürfen wir denn unsere alten Messgewänder behalten, auch wenn wir protestantisch geworden sind? Und Martin Luther hat einen Brief an die Gemeinde geschrieben, hat gesagt, wenn ihr nur das Evangelium rein predigt, dann dürft ihr auch die Gewänder behalten, die ihr von eurer Tradition her habt. Das ist für mich ein schönes Zeichen dafür, dass es in Brandenburg gelungen ist, sehr früh schon die Reformation einzuführen, aber möglichst viele Traditionen zu bewahren. Und nicht zuletzt deshalb ist aus diesem Geist auch später die Union, die Preußische Union entstanden, die sich darum bemüht hat, die Lutheraner und die Reformierten zusammenzuführen und ein gemeinsames Abendmahl feiern zu können. Es hat also eine Menge Spaltungen in der damaligen Zeit gegeben. Lassen Sie mich abschließend noch hinweisen auf die Art und Weise, wie wir heute das Reformationsjubiläum gefeiert haben. Wir haben es gemeinsam mit der katholischen Kirche feiern können, indem wir ganz zentral, so wie es in den 95 Thesen auch festgelegt ist, uns besonnen haben auf das Zentrum, auf das Wesentliche, nämlich auf die Mitte Jesus Christus. Und wir haben deshalb miteinander, römisch-katholisch wie evangelisch, das Reformationsjubiläum als ein Christusfest feiern können und haben noch einmal zurückgeblickt in die Geschichte und haben uns gegenseitig auch die Schuld bekannt, dass die Art und Weise, wie damals die Reformation mit einer hohen Dynamik eingeführt worden ist und wie vielleicht nicht genug dieser Geist, den ich aus Brandenburg kenne, wie vielleicht dieser Geist nicht genug auf Dauer gepflegt worden ist. Aber umgekehrt hat auch die römisch-katholische Kirche sehr deutlich gesagt, dass der Impuls, dieser dynamische Impuls, der angefangen hat mit den 95 Thesen, dass der von der römisch-katholischen Kirche der damaligen Zeit auch nicht in angemessener Weise aufgenommen worden ist, sondern zu schnell hat die römisch-katholische Kirche in der damaligen Zeit sich abgrenzend gegenüber diesem zentralen, in Christus zentrierten Reformationsimpuls verschlossen. Lassen Sie mich abschließend sagen, dass dieser Impuls, den der reformatorische Glaube im 16. Jahrhundert gegeben hat in seine Zeit hinein, bis heute ein Impuls ist, mit dem wir auf die Gewissensfreiheit des Menschen, auf die Verantwortung für die Gesellschaft ganz starke Einflüsse üben können. Ich habe in diesem Jahr
erlebt, dass ich mit dieser Botschaft der Freiheit eines Christenmenschen, der in dieser Freiheit Verantwortung für das Gemeinwohl übernimmt, dass ich mit diesem Impuls heute sehr viel Resonanz habe finden können, auch bei den Menschen in Brandenburg und in Berlin, die selber von der christlichen Tradition noch nicht stark geprägt sind. Und insofern glaube ich, dass wir mit diesem reformatorischen Impuls bis heute eine Aufgabe haben, für unsere Gesellschaften, aber auch innerhalb der Ökumene immer wieder diese Dynamik einzutragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Souhaite intervenir après cet exposé. Le professeur Cabanel. Bon, lui va parler. Donc, on va prolonger notre écoute et cette conversation. Là, on vient de souligner l'ampleur des craquements, de la rupture et aussi l'élan de la foi réformée. Avec le professeur Cabanel, on va questionner son installation au fil des siècles, comment elle a pris la place qu'elle occupe aujourd'hui, inégalement selon les pays, ça a été rappelé tout à l'heure, mais c'était quand même un élan puissant, et la rupture a porté évidemment une dimension religieuse, mais elle a eu des conséquences sociales, politiques, etc. Donc il faut évidemment parler. Professeur Cabanel. Merci. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais parler en français, essayer de ne pas parler trop vite. Et je remercie la traductrice. Voilà. Alors, on va faire un peu d'histoire longue, du temps long du protestantisme. Car maintenant, il a 5 siècles. Et c'est la première fois qu'il a 5 siècles. Et c'est une belle durée. Vous savez combien dans la controverse catholique, combien la Réformation, quelle qu'elle soit, a été accusée de novation, à une époque où ce qui était bon, c'était la tradition, et ce n'était pas la novation. Combien aussi elle a été accusée, la Réforme en général, d'être un retour à d'anciennes erreurs. Et elle a toujours eu, je connais évidemment beaucoup plus la réforme de langue française que de langue allemande, et de théologie calviniste que de théologie luthérienne. La réforme s'est toujours posé la question de ses origines, de cette nécessité de trouver du temps long, de sortir de l'accusation d'être une sorte de manie de la nouveauté. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle, y compris, alors là, dans le cas, c'est un des rares mots allemands que je connaisse, le mot allemand pour dire protestant, qui est évangélique, à peu près, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des novateurs, nous sommes au contraire des gens, c'est le mot de réforme, nous revenons à l'origine évangélique de la foi. Et donc, vous voyez, il y a toujours eu dans le protestantisme ce rapport difficile et qui me paraît assez fertile à l'histoire et à la mémoire. Alors évidemment, je ne vais pas insister sur ça. Dans le cas français, c'est très différent du cas allemand. Dans le cas français, ce rapport, et dans le cas vaudois aussi, donc finalement, on n'est pas si minoritaire que ça. Vous avez à cette tribune au moins 2 représentants, historiquement parlant, de 2 protestantistes ultra minoritaires, le vaudois italien et le huguenot français. Comme ce sont des protestantistes qui ont été menacés pendant des siècles, menacés très lourdement, non seulement de disparition, mais aussi menacés de disparition dans l'historiographie. Ils ont toujours lutté pour faire le récit de ce qui leur arrivait. Voilà. Et j'avais été frappé d'une comparaison qui rappelle d'autres épisodes d'un collègue qui disait que les protestants français ont été un peu confrontés au risque, pardon pour le mot qui est un peu fort, au risque d'une négation de leur histoire, une sorte de négationnisme. Et donc, voilà, mais maintenant c'est terminé, la paix est là, la tolérance est là, et surtout, il y a ces 5 siècles. Alors, je cesse de parler du protestantisme français, et j'essaye de parler un peu sur le temps long de ce protestantisme de manière très générale. Je terminerai par un mot sur
une figure que monsieur l'ambassadeur a soulignée tout à l'heure, celle du président actuel de la France. Vous savez peut-être, je ne sais pas, je vois que vous êtes un public manifestement germanophone, hein. Je vois bien que vous n'avez pas les écouteurs maintenant, mais vous avez peut-être entendu cette sorte de débat, de vraie fausse polémique, là, au mois de septembre, lancé par ce grand médiologue, ce grand, comment dirais-je, sociologue et commentateur de la religion qui est Régis Debray, parlant de néo-protestantisation de la France. La France aurait pour la première fois dans son histoire des valeurs protestantes au pouvoir, incarnées par Emmanuel Macron. Je vais essayer de voir comment on peut passer de ces 3% que vous avez souligné, monsieur l'ambassadeur, et encore ces 3% depuis 40 ans. Hein. C'était 2% depuis Louis XIV jusqu'à Charles de Gaulle, Georges Pompidou. Et ensuite, l'essor évangélique a fait qu'on est passé de 2 à 3%. Ne souriez pas de cette statistique. C'est la première fois dans l'histoire de France, depuis les années 1550, qu'il y a une progression numérique absolue et proportionnelle du protestantisme en France. Et je le signale aussi, et ça intéresse beaucoup la complexion, la fabrication aujourd'hui des églises protestantes en France, et je crois aussi d'ailleurs dans beaucoup de pays européens et sans doute aussi en Allemagne. Aujourd'hui, pour la première fois, moi ça me fascine comme historien, pour la première fois quasiment dans l'histoire de l'immigration française, la France a été, elle l'est moins que l'Allemagne aujourd'hui, mais elle a été un très grand pays d'immigration. Le plus grand pays d'immigration d'Europe et peut-être du monde, à égalité avec les États-Unis, le Canada. Vous savez qu'on a les mêmes statistiques. La part de l'immigration dans l'histoire française, c'est plutôt le modèle, si vous voulez, australien, argentin, canadien, américain, que le modèle européen classique. Eh bien, c'est la première fois qu'il y a des protestants dans une proportion qui n'est pas négligeable dans l'immigration. Pendant des décennies, l'immigration en France a été puissamment catholique, vous le savez. Ensuite, elle a été puissamment musulmane, vous le savez aussi. Et je ne dirais pas qu'elle est devenue puissamment protestante, mais avec les Coréens, vous le savez, avec les Coréens, les Chinois, l'ensemble de l'Afrique, que l'on disait jadis noire, les Antilles, etc., même une partie de l'Amérique que l'on disait aussi latine, vous avez donc aujourd'hui des protestants qui arrivent et qui sont évidemment évangéliques. Alors, revenons à ce temps long de l'histoire du protestantisme. Qu'est-ce qu'on peut je vais essayer en quelques minutes de résumer 5 siècles d'histoire des protestantismes. Ouais. Ça s'appelle la pédagogie. Voilà. Ça tiendra la route ou ça ne la tiendra pas, mais j'ai compris que j'étais là pour faire ça, donc je tente de le faire. Alors j'ai 4 points à vous présenter. Le premier, mais c'est une grande banalité que de le dire. Ce protestantisme-là, luthérien, etc., il a tout simplement créé c'est très banal ce que je veux dire, une des grandes frontières de l'Europe. Voilà, vous le savez. Et avec ce qu'on a appelé vraiment des phénomènes de frontières, c'est-à-dire des phénomènes de virulence de l'identité religieuse, de la confrontation religieuse. Tout ce qui est dans le radical front, confrontation, affrontement, frontière. Je pense à l'Alsace. L'Alsace n'a pas été que le pays du confin entre deux grandes nations. L'Alsace a été aussi, et reste le pays du confin et de l'entremêlement de deux des grandes confessions chrétiennes, la catholique et la protestante. Et cette frontière religieuse a été aussi, ça a été dit, et je vais y revenir, ça me paraît essentiel, a été et reste sans doute une des grandes frontières culturelles, politiques, nationales de l'Europe. Il y a des pays dans lesquels, vous le savez, la nation et le catholicisme s'est marié puissamment. Et c'est le cas de la France. Il y a des pays où le protestantisme luthérien et la nation se sont mariés tout aussi puissamment. Et c'est le cas du Danemark, pour ne pas toujours parler de l'Allemagne, de la Suède, de la Finlande, de l'Islande, bien sûr du Brandebourg-Prusse, etc. Et aujourd'hui encore, vous le savez, dans un débat sur ce même thème à Toulouse, auquel participait aussi monsieur l'ambassadeur, il y avait un journaliste protestant allemand dans le débat, et il avait rappelé, vous savez, ces statistiques, pardon de le dire devant des Français, hein, que mes amis français me pardonnent, ces statistiques sur la corruption dans le monde, vous savez, on classe les pays sur toutes sortes de choses. Et on classe aussi les pays sur la corruption politique, la corruption économique. Et c'est comme ça. Les pays qui sont les moins corrompus sont les pays de marque protestante. C'est comme ça.
spécialement en Scandinavie. Et la France n'est pas en haut du classement de l'éthique. N'accablez pas ce pays valeureux qu'est la France, mais c'est ainsi. Je prends un autre exemple aussi. Vous savez, c'est classique, l'histoire de l'alphabétisation des pays. À quel moment les pays sont-ils passés, se sont-ils dotés de lois sur l'obligation scolaire ? À quel moment les pays ont-ils réussi à alphabétiser à peu près la totalité de leurs hommes d'abord, il y a toujours un peu d'avance, et puis ensuite de leurs filles? Eh bien là aussi, il y a vraiment deux Europes. Il y a vraiment deux Europes. L'Europe de l'avance sur l'alphabétisation, sur l'obligation scolaire, c'est l'Europe luthérienne et calviniste. Et puis l'Europe du retard, c'est l'Europe italienne en particulier. Pas vaudoise. Les Vaudois sont en avance, mais ils sont 30 000. C'est l'Europe latine, catholique. Et la France, sur le plan de l'alphabétisation, la France est plutôt, là, sur ce coup-là, elle est plutôt au milieu du gué. C'est-à-dire que la France est ce pays étonnant, je ne vais pas en parler plus, qui, à certains points, qui sont catholiques, et d'autres qui la rapprochent plutôt du monde protestant. La France est plutôt, sur certains points, pas la corruption, mais sur l'alphabétisation, elle est plutôt au milieu du gué. Voilà. Je prends un autre exemple aussi. C'est les statistiques qu'avait donné, vous savez, cet Américain d'origine japonaise qui avait annoncé, après la chute du mur de Berlin, juste avant, la chute du mur de Berlin, ce qui était très fort, d'annoncer la fin du monde soviétique quelques mois avant la chute du mur. C'est Francis Fukuyama. Et le thème de la fin de l'histoire. Il a fait, après cet article qui a fait le tour du monde, il en a tiré un gros livre, parfois un peu gros, un peu trop sérieux. Et dans ce livre, il fait aussi une statistique du passage à la démocratie, du passage au suffrage universel masculin puis féminin des différents pays dans le monde. Et on trouve toujours aussi en avance, il y a toujours cette frontière qui sépare les pays protestants, qu'ils soient scandinaves ou qu'ils soient les anciens dominions du monde britannique, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. La France, là aussi, étant une fois de plus exceptionnelle, la France est en avance sur tout le monde pour les hommes, en 1848, et puis elle a un retard sur tout le monde pour les femmes. 1944, c'est étrange, voilà. Et certains commentateurs disent que c'est lié au catholicisme, puisque les libres penseurs, les philosophes tolérants, ouverts, de gauche, quelquefois issus du protestantisme, qui dirigeaient la Troisième République, étaient persuadés que si on donnait le droit de vote aux femmes, ce serait donner un extraordinaire levier électoral aux prêtres qui recevaient les femmes en confession. Non, c'est très sérieux. Vous le trouvez chez Michelet, c'est le thème de la confession auriculaire. Il n'y a pas ce genre de choses chez les protestants. Donc il y a cette grande frontière religieuse, mais qui aujourd'hui est toujours là, même si elle n'est plus, je dirais, directement religieuse, même si elle se traduit dans des choses très diverses, y compris le rapport au capitalisme, etc. Deuxième chose à dire, et là je laisse de côté la confrontation des deux confessions chrétiennes, les deux de l'Ouest, et j'en viens au protestantisme lui-même, dans sa pluralité. Précisément, je dirais qu'il y a trois traits qui me paraissent caractériser ceux ou ces protestantistes depuis le début. Les deux derniers d'ailleurs sont tout à fait... comment dire, ils sont hégéliens, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en synthèse. Et le second corrige les effets du premier et vice-versa. Trois thèmes qui me paraissent caractériser ces protestantismes. D'abord, vous le savez, c'est la division. Vous le savez. Alors, la division, mais pas au mauvais sens du terme, ou au mauvais comme au bon sens du terme. Ce génie que l'Église catholique ignore, c'est sa force. Moi, je trouve magnifique ce génie de l'unité, de la durée, de l'unité, de la hiérarchie qui me paraît caractériser le catholicisme. Tous les historiens et les vrais catholiques vous diront qu'il n'y a pas plus divisé que l'Église catholique. Il y a des courants dans tous les sens, et on le sait depuis très longtemps. Allez demander aux jansénistes et aux jésuites de la grande époque ce qu'ils pensaient les uns des autres. Passons. Ou ce que pensait Rome des gallicans, etc. Ou du joséphisme pour le monde autrichien et germanique. Mais c'est cette division protestante, ce génie proprement protestant, j'aime bien ce mot un peu scientifique, de la sissiparité. C'est-à-dire que dès qu'il y a un noyau protestant, au bout de quelques années, de manière irrésistible, il se divise. Il y a toujours des gens plus réformés que les précédents ou qui pensent que la majorité est allée trop loin, etc. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle la chaire que j'occupe, le PHE, il y a quelques années, a été transformée en singulier au pluriel.
c'est déprotestantisme, parce que dès le XVIe siècle, dès la Réforme, surgit le contre-pied anabaptiste. Ah, oui, ça c'est le côté méridional de l'orateur. Hein. Les choses chutent et bougent. Bon, c'est Monseigneur Marcus Drogue qui est là à mes côtés. Dès le XVIe, les anabaptistes. Et ensuite, vous le savez, cette série continue de sectes, comme disent les sociologues, de chapelles, d'églises dissidentes, le dissent, etc. C'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît caractériser ce protestantisme, c'est ce que mon collègue, là, le grand sociologue du protestantisme français, Jean-Paul Willem, a appelé la précarité protestante. C'est-à-dire ce génie qui me paraît vraiment propre au protestantisme, que n'a pas l'orthodoxie, que n'a pas le catholicisme, que n'a pas l'islam, qu'a peut-être le judaïsme, parce qu'il y a toujours eu un judaïsme libéral face au judaïsme orthodoxe. Ce génie protestant, c'est cette capacité, j'espère que je ne vais blesser personne, et certainement pas les hommes et femmes d'Église, ce génie de l'épuisement libéral, cette sorte de tentation permanente, comment dirais-je, de coquetterie, de noces avec la modernité, avec toute forme intellectuelle d'humanisme, cette sorte de germe sécularisateur qui me paraît être, il n'est pas le seul, je vais prendre un troisième élément, qui me paraît être présent dans le protestantisme. Je vais prononcer un mot allemand. À la fin du XIXe siècle, il y a eu en Allemagne, dans la Grande Allemagne, ce qu'on a appelé, pardon pour ma prononciation, le Kulturprotestantismus. Ça va ? Le Kulturprotestantismus, c'est-à-dire un protestantisme qui était en dialogue permanent avec la culture moderne de son temps, avec les idées de son temps, au risque d'oublier que le protestantisme n'est pas une philosophie parmi d'autres, n'est pas un humanisme. C'est d'abord, pardon de le dire, c'est d'abord une transcendance, c'est d'abord une espérance des choses qui parlent du salut et qui ne parlent pas seulement de l'homme, de la culture, etc. Or, il y a cette tentation qu'on a appelée, vous savez, le libéralisme religieux, qui a tellement marqué la Hollande des grands exégètes du XIXe siècle, qui a tellement marqué Strasbourg avec la revue théologique, qui a tellement marqué les facultés de théologie d'Allemagne, etc. Ce libéralisme aussi nord-américain. Voilà. Et le risque de la sécularisation, le risque de la disparition heureuse du protestantisme dans la modernité. Et on pourrait donner bien des exemples. J'en donnerai un seul, j'ai cité le Kulturprotestantismus. À la même époque, en France, vous avez ce puissant courant libéral qui va finir par, déserter un peu l'Église réformée classique. En même temps, l'Église réformée a tendance un peu à les pousser dehors, ces gens très, très libéraux. Et ils entrent... C'est la même histoire pour les Juifs. Comment le dire ? Ils changent... Sans jouer sur les mots, c'est pas qu'ils changent d'église, ils changent de messianisme, ils changent d'espérance. Ils vont passer, ces libéraux, juifs aux protestants, ils vont passer de l'église à la République, de l'église à la laïcité, à la morale laïque, et avec une réussite extraordinaire. Et certains d'entre eux, considérés comme sortis par leurs frères des églises, eux se considéreront comme toujours protestants. Toujours dans une sorte d'immense distance et de fidélité toujours vivante. Je parlerai de Ferdinand Buisson, qui a été le père de la laïcité française et qui a jamais vraiment abandonné le protestantisme. Et troisième et dernier point, vous me direz si je ne suis pas trop long, ça va vous me dites au bout d'un moment. Très bien. Troisième point, c'est le troisième point du second point, il y en a encore un derrière. Je dis qu'il y a quelque chose de dialectique précisément entre cette sorte de séduction de la modernité pour le protestantisme. Ce qu'il y a de dialectique, c'est que ce protestantisme lui-même, tout au long de son histoire, et les évangéliques d'aujourd'hui en sont l'énième et actuelle preuve, il génère en lui, je dirais, l'antidote, la capacité à arrêter cette sorte de lente et heureuse chute vers la sécularité. Et c'est ce qu'on appelle, vous savez, en histoire du protestantisme, le réveil. En anglais, c'est revival, awakening. En allemand, je ne sais pas. Et c'est... comment ? Merci.
je ne risque pas de le reprononcer, hein, mais vous avez compris. Vous savez combien le protestantisme est marqué par ces réveils qui viennent, comme disait Alphonse Dupron, recharger spirituellement des églises guettées par la fusion heureuse dans la modernité, qui viennent refonder les choses. Vous savez que le mot fondamentaliste est un mot protestant américain du début du XXe siècle. Il faut revenir aux fondamentaux. Voilà pourquoi les mots évangélisme et fondamentalisme sont tellement protestants. Et ces réveils, ces refondations qui passent pour théologiquement beaucoup plus conservatrices que le protestantisme libéral, eh bien, dans l'histoire, s'appelle le baptisme, s'appelle le méthodisme, s'appelle, je ne sais pas, l'armée du salut peut-être, s'appelle le pentecôtisme, et aujourd'hui s'appelle ce qu'il faudrait dire en français l'évangélicalisme. Et je le signale à mes amis français, ne dites jamais évangéliste, c'est une erreur que font tous les Français, dites évangélique que, pour dire les tenants de cet énième réveil en date. Je pense aussi, j'essaie de ne pas être trop long, hein, je pense aussi, ça va peut-être vous surprendre, que cette immense théologie protestante du XXe siècle, cet homme qui était suisse, il me fascine, parce qu'il est suisse, il est calviniste, mais il est de langue allemande, et il est le grand théologien de l'Allemagne nazie, si on peut dire, le grand théologien de la résistance spirituelle à l'Allemagne nazie. Le père de l'Église confessante, c'est Karl Barth. Et le barthisme, au départ, c'est une forme de réveil. Le Barth, il a commencé par être un chrétien socialiste. Et puis il s'est aperçu qu'on n'est pas chrétien pour être socialiste. Il y a déjà les socialistes pour être socialistes. Et donc il s'est aperçu qu'il fallait rendre à Dieu son absolue différence, son absolue verticalité, son absolue transcendance. Ce qui fait que ceux qui n'aimaient pas les Barthiens ont cru que les Barthiens allaient se retirer de la vie politique. Ils allaient monter sur pas Calvaire ou Aventin, et ils allaient se retrouver dans une sorte d'attitude que l'on appelle le piétisme dans le monde luthérien. Or, curieusement, les Barthiens ne sont pas devenus piétistes. Ils ont considéré que cette transcendance, cette verticalité nécessaire de Dieu, le nazisme, en essayant de phagocyter l'Église luthérienne du Reich, le nazisme était en train de faire perdre à Dieu sa transcendance. Et finalement, voilà comment les Barthiens sont devenus les premiers agents d'une résistance spirituelle au nazisme, au nom précisément de l'absolue différence et verticalité de Dieu. Mais voyez, voilà, ce protestantisme-là, c'est la division, c'est la tentation de l'usure heureuse, de la porosité épanouie dans la modernité, et c'est régulièrement le ressourcement, la refondation, le réveil, comme nous le voyons aujourd'hui avec les évangéliques. Dernier point. Je peux, monsieur le rédacteur Rien, c'est bon. Très bien. Dernier point, et je reviens à Emmanuel Macron, mais de façon plus sérieuse. Lors de ce congrès à l'Hôtel de Ville de Paris, le grand discours d'Emmanuel Macron devant les protestants français réunis, enfin une partie d'entre eux, il a dit qu'il appréciait qu'on pense qu'il était en train de protestantiser la France. Lui qui, a-t-il dit, ça a été ses premiers mots, est l'ancien élève heureux à la fois de l'école laïque française et des jésuites. Donc ça nous éloigne quand même un petit peu du protestantisme, surtout les jésuites. Oui, la dernière chose que je voulais dire, c'est que ces protestantistes, ou ce protestantisme-là, j'en parle maintenant au singulier, il a nourri depuis très longtemps, peut-être depuis le XVIIe siècle, il a nourri un des grands mythes d'origine de notre civilisation mondialisée. C'est l'idée, et il est difficile d'en sortir, hein, et je pense que Régis Debray est tombé dedans, comme beaucoup d'entre nous, l'idée que le protestantisme aura été, en Europe et dans le monde, on pense évidemment aux États-Unis, la matrice de la modernité, il est, je dirais, le visage moderne de la religion. Il a été ça. Et du coup, il aurait en quelque sorte porté, facilité, fécondé les grands traits de notre modernité. Et vous savez, évidemment, je ne vais pas être trop long, cette thèse que les historiens détestent, mais qui n'ont jamais réussi à dépasser, et qui reste là, fascinante, obsédante, la thèse de ce grand protestant sociologue allemand, Max Weber. Cette thèse, je l'élargis, cette thèse, c'est le mot génial, le mot de Goethe qu'il utilise, cette thèse des affinités électives. Lui, il a travaillé, vous le savez, sur les liens entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Voilà. Et il m'est arrivé de dire que si Macron correspond à un protestantisme, c'est certainement pas celui des évangéliques, mais c'est celui d'IKEA. Pour moi, Macron, c'est-à-dire l'entreprise, la jeunesse,
l'innovation permanente, l'exigence de réussite et cette passion de la transparence. Quel est le meuble type d'IKEA? C'est l'étagère Billy, vous le savez. Vous avez tous des Billy chez vous, tous, ne le niez pas. Alors, ils ont même publié le chiffre des Billy. Vous avez des Billy, monsieur l'évêque? Moi aussi, 8, je crois. Bon, je pense que c'est plutôt ça le protestantisme. C'est l'étagère Billy, le protestantisme. Voilà. Et si vous voulez, sérieusement, la texte de Max Weber, c'est que si vous l'élargissez, parce qu'on a l'équivalent avec la question politique, hein, sur les liens entre... Alors là, c'est vrai que c'est plutôt pour le calvinisme que pour le luthéranisme que ça marche fort. D'ailleurs, de même, la thèse de Weber sur l'éthique protestante de l'esprit du capitalisme, c'est pas tellement avec le luthéranisme, c'est avec le calvinisme. Mais globalement, c'est l'idée. Trulch a écrit des choses, et là, on revient à ce monde luthérien allemand, Weber et Trulch. Ils ont écrit des choses sur ces affinités lectives qui nouent les protestantismes ou le protestantisme et l'ensemble de nos modernités. Et c'est sans doute ça, je dirais, c'est à la fois un mythe et puis c'est une réalité qui résiste parce que dès qu'on la regarde sur le plan politique, sur le plan culturel, on a beaucoup travaillé sur ces questions d'invention de l'abstraction dans l'art. Et l'abstraction, alors évidemment, je mange un peu parce que dans l'abstraction, il y a un russe qui est orthodoxe, c'est Kandinsky, il y a un polonais, c'est Malevich qui est catholique. Non, vous voyez, ça ne marche pas trop, mais à côté de ça, il y a Paul Klee, et puis il y a Mondrian, le Hollandais, voilà. Mais ça ne marche pas quand même très bien, c'est séduisant, ça ne marche pas très bien, parce que le plus grand peintre abstrait français vivant, l'un des plus grands peintres de tous, c'est un parfait catholique aveyronnais d'origine, c'est Soulages. Donc, vous voyez, il ne faut pas aller trop loin. Mais voilà, j'en termine là-dessus en disant que je pense qu'on n'est pas encore arrivé à, je dirais, à sortir de cette thèse fascinante qui est que notre modernité, la modernité libérale, capitalistique, tout ce que vous voudrez, mondialisation, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'un de ses vrais berceaux, sinon par généalogie proprement dite, mais au moins par analogie, au moins par affinité, ce sont ces protestantismes-là, sachant qu'il faut être clair, au risque de décevoir cette fois-ci nos amis luthériens, c'est sans doute du côté de cet étrange français. Vous voyez, dans l'histoire du protestantisme, il y a des personnalités vraiment paradoxales. Il y a Barth, et puis il y a Calvin, ce Français qui n'a pas réussi à être catholique comme tous les Français, mais qui n'a pas été non plus luthérien, et qui a mis en place une réformation qui est seconde, c'est-à-dire qu'elle arrive après l'inventeur c'est Luther. Calvin n'est qu'un épigone, un héritier, et en même temps, il a poussé, je dirais, jusqu'au bout un certain nombre d'idées de Luther, une sorte de réforme à la fois seconde et radicale qui a contribué à nourrir ce mythe des liens, je n'en dis pas plus, entre le protestantisme et les modernités. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci pour ce tableau passionné du génie du protestantisme et des protestantismes et de leur adaptabilité. Alors la question, et là je me tourne vers Gwenaël Boulet, le pasteur Gwenaël Boulet, est-ce que ce génie-là des protestantismes s'enracine dans sa diversité très actuelle mesurée dans la société française? C'est une grande question, ça. Je la prendrais peut-être dans l'autre sens, en fait. Est-ce que c'est pas plutôt la diversité française qui signe le génie du protestantisme? Le protestantisme est toujours lié à l'histoire d'un pays. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu différent dans l'Église catholique, mais dans les églises protestantes, elles sont liées aux histoires politiques de l'époque moderne, essentiellement. Et donc le protestantisme français ressemble nécessairement à l'histoire de France. Voilà. Et c'est 2-3%, et voilà, faut pas en rire, parce que nous, on se dit, oh là, 3%, incroyable, et encore, on ne compte que la France métropolitaine. Or, on sait que dans les dom-toms, il y a plus de protestants. Voilà. Historiquement, en France, les protestants sont des réformés, des calvinistes, des héritiers de Jean Calvin. Mais quand on dit ça, c'est réducteur. C'est l'image qu'on a du protestantisme français avec ces quelques petits bastions qui survivent
après la révocation de l'édit de Nantes et les persécutions et les dragonnades. Donc, le bastion des Cévennes, quelques villes. Le protestantisme français est urbain en dehors des Cévennes, il est très urbain. Mais ça, c'est l'image, j'ai envie de dire, un peu tableau d'Épinal. Parce que si on regarde la France actuelle, elle n'a pas tout à fait les frontières qu'elle avait à l'époque moderne. Et dans le protestantisme en France aujourd'hui, avant d'arriver au protestantisme issu de l'immigration, mais dans le protestantisme dit historique, il y a aussi l'Est de la France actuelle. Et dans l'Est de la France, il y a évidemment l'Alsace-Moselle, tout le monde pense c'est une terre protestante, mais pas que. Si vous descendez un tout petit peu au sud de l'Alsace, vous trouvez un petit bout de territoire. La plupart des Français ne savent pas où c'est. On vous dit pays de Montbéliard, les gens vous regardent, et une fois sur deux, quand vous habitez là-bas, ils font « Ah, on fait du très bon nougat à Montbéliard ». Non, ça, c'est pas à Montbéliard, le bon nougat. Mais le pays de Montbéliard appartenait au Wurtemberg. Donc le pays de Montbéliard est passé à la Réforme quand il y a eu cette fameuse loi « Un prince, une religion ». Le prince du Wurtemberg, il est passé à la Réforme. Et il est passé à la Réforme luthérienne parce qu'il n'avait pas trop le choix, parce que lui, il était un peu plus réformé quand même. Mais bon. Donc, on se retrouve avec ce petit bout-là de pays qui passe à la Réforme luthérienne, qui n'a pas le choix, mais qui n'a jamais parlé allemand. Et qui donc va passer culturellement et cultuellement à la Réforme, non pas par une réforme prêchée par des prédicateurs allemands, mais par des prédicateurs de Suisse. Donc le pays de Montbéliard se retrouve être un pays luthérien de théologie réformée. Tout ça pour vous dire que on a, dans le protestantisme dit historique, la minorité d'une minorité en France. La grande église protestante de France, c'était l'église réformée. Et puis à côté, il y avait la petite église évangélique luthérienne de France, avec un petit bout à Montbéliard et le territoire de Belfort. Une fois que, après la guerre de 70, le territoire de Belfort est resté français, n'est pas devenu allemand, donc les personnes de ce territoire-là se sont liées en église avec celles du pays de Montbéliard. Et puis, Paris. Mais Paris, ce n'était pas un luthéranisme enraciné, ce n'était pas le luthéranisme des gens, de tout le monde. C'était le luthéranisme d'ambassade. Les Suédois, les Allemands, voilà, qui venaient à Paris. Il y avait des cours, il y avait des ambassades, donc il y avait des luthériens à Paris. Et on a été, pendant des siècles, à fonctionner comme ça, des luthériens, des réformés, on ne se parlait pas trop, et on a même trouvé le moyen de s'excommunier mutuellement, parce qu'autrement, c'était pas drôle. Voilà. Jusqu'au jour où, quand même, on se rend compte qu'on se ressemble beaucoup, qu'on forme nos étudiants aux mêmes universités, que nos paroissiens, quand ils quittent un endroit, ils vont aisément dans un temple réformé quand ils sont luthériens, dans un temple luthérien quand ils sont réformés, et puis qu'on bénéficie de ce qui se passe en Europe et de ce qu'on appelle la Concorde de Leuenberg, qui acte ça, qu'il y a des formations communes, une foi commune, des paroissiens qui s'en sortent très bien d'aller à droite et à gauche, et que donc on finit par se dire nos pasteurs sont interchangeables. On reconnaît le ministère pastoral d'une église à l'autre, mais parce qu'on reconnaît que c'est une vraie église. Ça, il nous a fallu un petit peu de temps. Et on finit par arriver. Alors, Leuenberg, c'est 1973. Donc ça veut dire que pendant plus de 400 ans, nous avons été complètement divisés. En 1973, on se dit on fonctionne ensemble. En 2012, on arrive enfin, luthériens et réformés, à créer une église protestante unie de France. En Allemagne, ça fait longtemps qu'il y a des églises unies.
Nous, ça nous a pris plus de temps. Et encore, l'Alsace-Moselle fonctionne différemment, puisque l'Alsace-Moselle, elle est liée peu ou prou à un régime concordataire. Ce n'est pas tout à fait concordataire pour les protestants, mais on va dire comme ça, c'est plus simple. Donc elle a un autre fonctionnement. Ce sont deux autres églises en union. On reste là, dans le protestantisme, entre guillemets, dit historique. Et puis arrive au XXe siècle les vagues d'immigration protestante. On l'a dit, la Corée et toute une partie de l'Afrique. Et aujourd'hui, ces protestants sont très nombreux en France. Et contrairement à ce qu'on pense, ils ne vont pas tous dans des églises dites évangéliques. Il y en a beaucoup. Mais ils viennent aussi dans nos églises à nous. Et il faut qu'on arrive à se débrouiller avec une vieille culture protestante française, vous savez, le bon cliché, on est bien austère, on est bien pudique, voilà. On chante, ça on chante chez les protestants, mais on ne montre pas d'image, on ne va pas danser, on ne joue pas. Et puis, ce protestantisme qui vient d'ailleurs, qui est un protestantisme très festif, et qui emmène dans nos vies d'église un renouveau réel. Notre génie, s'il y en a un, c'est qu'on arrive à construire tous ensemble des communautés renouvelées. Et qu'on arrive aujourd'hui à assumer nos diversités et nos différences sans recréer ce qu'on a fait pendant 500 ans, des petites églises qui finissent par se séparer les unes des autres. On le fait très bien, ça. Et c'est très riche. Il ne faudrait pas croire non plus que l'idée est de centraliser. Ce n'est pas du tout notre ADN. Mais si pour une fois on arrivait enfin, dans certaines églises protestantes, à assumer une grande diversité sans qu'on rentre dans des courants qui s'opposent tellement qu'ils ne peuvent plus tenir ensemble. Il y a en France, aujourd'hui, un protestantisme évangélique qui est de plus en plus fort et sans doute qui est de plus en plus visible, bien plus visible que mon Église. Si vous parlez à des jeunes aujourd'hui du protestantisme et que vous leur demandez « vous en connaissez quoi ?», ils vont vous parler d'églises comme Hillsong, ils vont vous parler d'endroits où on chante, où il y a des groupes de louanges et on ne chante pas avec de l'orgue, parce que chez nous on chante encore avec de l'orgue, pas que, mais encore avec de l'orgue. On ne chante pas des psaumes du XVIe siècle, ils vont vous dire on chante avec de la guitare électrique, avec de la batterie, on chante des chants contemporains écrits aujourd'hui. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Les gens qui composent ces communautés et qui écrivent des chants pour ces communautés, même si ça paraît pour nous parfois à des années-lumière de notre fonctionnement, il faut bien reconnaître qu'ils sont liés à l'esprit de la Réforme et à l'esprit de ce chant d'assemblée. Les protestants, on ne l'a pas dit ça, mais les protestants, c'est presque eux qui inventent le chant choral. Parce que de la même manière qu'il faut qu'on ait accès à la Bible pour découvrir la parole de Dieu, tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, tous. De la même manière, on doit tous rendre un culte à Dieu. Et pour rendre culte à Dieu, pour chanter notre joie, pour dire notre reconnaissance, on chante tous ensemble. Aujourd'hui, dans les églises catholiques, tout le monde chante. Mais ce n'était pas le cas au XVIe siècle. Le chant était réservé à certaines personnes. Donc, les églises évangéliques aujourd'hui, elles ont quelque chose qui est très lié aussi à la naissance du protestantisme. C'est elles qu'on voit. Mais alors, quand on rentre dans une communauté évangélique, et j'espère que je vais blesser personne, on voit très peu de cheveux blancs. Très peu. Dans nos églises à nous, si vous rentrez chez les luthériens et les réformés, vous allez dire, oh là là, où sont passés les jeunes ? Bon, ça c'est parce que vous ne regardez pas bien, parce qu'il y en a quand même. Mais c'est vrai que nous, ça fait 150 ans, mais vraiment 150 ans qu'on dit, il n'y a que des vieux. Oui, au bout de 150 ans, on est toujours là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un renouvellement des générations. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens
qui aujourd'hui, dans leur itinéraire de foi, vont passer chez les évangéliques parce qu'ils ont besoin de cette louange. Ils ont besoin peut-être de réponses aussi un peu plus claires, hein, et d'un message où peut-être, on coupe pas les cheveux en quatre et on dit clairement une chose. Et puis au bout d'un moment, dans leur itinéraire spirituel, dans leur chemin avec Dieu, ils sont appelés à autre chose. Et donc, ils rejoignent nos églises à nous. On a une fluidité, une mobilité aujourd'hui dans le protestantisme. C'est aussi une nouveauté pour nous. Parce que jusque-là, on était protestants parce que nos parents étaient protestants et que nos grands-parents étaient protestants. Voilà. Et jusque-là, on allait au temple parce que ça se faisait d'aller au temple. Et donc, on avait effectivement, il y a encore 50 ans, 30 ou 40 confirmants par an. Confirmants, c'est ceux qui finissent leur cursus de catéchisme et qui, dans l'Église, deviennent adultes. Voilà, sont reconnus comme membres de notre Église. Bon. Aujourd'hui, on n'a plus 30 ou 40 confirmants. Hein. Enfin, s'il y a une paroisse en France qui dit « j'ai 30 ou 40 confirmants », alors là, il faut me la montrer, parce que moi, je ne la connais pas. En revanche, on a des personnes qui savent pourquoi elles sont là. Et on a des personnes qui passent la porte de nos temples et qui savent pourquoi elles passent la porte de nos temples. Elles ne sont pas nécessairement protestantes, elles peuvent être en recherche, elles peuvent dire « je ne sais pas exactement si je crois en Dieu, mais je sais que ça me fait du bien d'être là, d'entendre ce que vous dites, de prier avec vous, de chanter avec vous, d'écouter la Bible avec vous. » On est aujourd'hui dans une mutation complète, où notre Église, alors là je parle pour mon Église historique, qui était une Église de multitude, mais qui parlait un langage très confessant. On avait un langage protestant typique, mais on disait on est ouvert à tout le monde, et on est là pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu le grand basculement, c'est-à-dire que ceux qui viennent, ce sont des confessants. Et nous, il faut qu'on apprenne à parler la langue de tout le monde, parce que ces gens-là n'ont plus les codes et les références du vieux protestantisme, qui nous parle tant. Si génie il y a, je crois qu'il est là. Il est dans cette capacité d'accueil et d'accompagnement, j'ai envie de dire, du monde tel qu'il est. J'ai pas envie de rentrer, moi, dans un protestantisme culturel, c'est pas mon truc, c'est pas mon corps de métier. Que le protestantisme produit une certaine forme de culture, oui, c'est pas la peine de le nier. Mais moi, mon corps de métier, c'est d'annoncer l'amour